Le petit déjeuner, il fait 7 heures. Et à la lessive qui nous prend 2h30 par semaine. La résolution des tâches au travail me prend environ 40 heures. Le déplacement 12 heures. La petite cuisine, c'est 5 heures de temps. C'est des petits jours. Visionner, c'est-à-dire regarder la télé, 18 heures. Surfer, 25 heures. Le sommeil, 35 heures. Ça, c'est un gros récapitulatif de mon sommeil. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Alors, avant qu'on continue l'exercice, je vais vous demander de faire un tout petit calcul. Ça va nous permettre d'avoir un terme de référence ou alors plus spécifiquement ce qu'on appelle un étalon. Donc, premier calcul qu'il faut faire. Une année compte combien de jours en moyenne? 365. Donc, vous notez 365. Ça, c'est la première chose à noter. Deuxième chose à noter, une année a combien de mois? 12 mois, donc vous notez 12 mois. Troisième chose à noter, une journée a combien de jours? À combien d'heures, pardon? 24. D'accord. Ça fait qu'une semaine en moyenne a combien d'heures? 168. D'accord. Vous notez une semaine, vous notez le nombre d'heures qui représente une semaine. Ensuite, vous notez le nombre d'heures qui représente un mois de 30 jours. Ça fait combien d'heures? Un mois de 30 jours, ça fait combien d'heures? On va noter au tableau. Donc on a dit 365 jours. On a dit 12 mois. On a dit que c'est 24 heures. Une semaine, vous avez calculé ça pour 168 heures. 168 heures. Un mois, 30 jours. C'est combien? 720. 720, c'est ça. D'accord. Maintenant, on va aller sur 6 mois en considérant toujours les 30 jours. Donc, vous allez prendre, vous allez juste multiplier par 6. 4300. Et on va prendre une année en considérant 30 jours en moyenne par mois. Donc ça juste multiplier par 2. Ça fait combien? Combien? 8600 par an. Ok. Ce que je viens d'écrire au tableau, on appelle ça les termes de référence. Donc chaque fois que quelqu'un va présenter son exercice, on va essayer de mesurer ça par rapport à des termes de référence qu'on appelle un étalon, pour voir un peu ce que ça représente en termes de jours, en termes de semaines, en termes de mois, en termes d'années. Ok, on va continuer avec une deuxième personne, debout, vous en lunettes. Bon, madame. Bonjour. Bon, c'est vrai que j'ai pas pu faire tout le récapitulatif. Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Non, applaudissez cette personne. Qui sait pourquoi je demande d'applaudir? Oui. Parce que c'est pas évident en fait. Parce que c'est pas évident. Je suis certain que pour la plupart d'entre vous, c'était compliqué à faire. Très peu de personnes nous le cachent. Donc, qu'elle commence à le dire, moi ça me fait plaisir parce que c'est de l'honnêteté. On va continuer. D'accord. Sommeil 40 heures. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Ok, on va prendre une personne assise. Vous. Pourquoi j'ai l'impression que vous étiez assise tout à l'heure? Ça veut dire que vous allez rester debout et quelqu'un va venir vous remplacer. Vous venez devant et puis vous continuez debout. Donc quelqu'un debout vous la remplace directement. Vous êtes malade, vous avez quoi? Ok, intéressant. Vous êtes malade. Non, c'est très médical, ça va. Venez devant. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. En fait, je suis ici en thérapie. Les thèmes à vous,
hormis le fait que j'apprécie énormément le cœur. Mais quand j'ai suivi qu'il y avait ce thème concernant le temps, j'ai tenu vraiment à assister, malgré mon état qui n'est vraiment pas très bon en fait. Donc, cette semaine, j'ai surtout passé le temps à, je dirais, pleurer. Je ne peux pas dire exactement pendant combien d'heures, mais Un je pourcentage sais du que... temps par jour. Bon, Sur 24 heures, combien de temps? sur 24 heures, je dirais peut-être 18 heures. D'accord. Le restant, je réfléchissais. Et Et le je pense sommeil? que le sommeil, très peu, vraiment. Très, très peu. Très peu, je dirais peut-être c'est même la cause de mon état actuel. Et je me dis au sortir d'ici, certainement, j'aurai quelque chose en mieux qui pourra s'améliorer par rapport aux gens. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces pleurs, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que je demande qu'on applaudisse pour les pleurs? Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait de parler. Je vous ai dit que lorsque vous parlez, vous êtes en train de mener une action qui est ambivalente. Ambivalente, ça veut dire qu'il y a deux sens. Le premier sens est orienté vers vous. C'est-à-dire quand vous vous exprimez, vous vous parlez d'abord à vous. Et maintenant, quand vous vous exprimez, vous vous adressez aux autres. C'est ça que je disais que quand vous vous exprimez, il faut toujours prendre en considération les autres pour vous rassurer que les autres comprennent ce que vous dites. Ça prend en considération le fait qu'il faut utiliser certains mots qui correspondent au niveau de personnalité. Quand vous pleurez, c'est un langage. C'est-à-dire que vous êtes en train d'extérioriser des émotions de manière physique. Ça veut dire que c'est orienté vers vous et vers les autres. Et c'est la première étape de la thérapie. Parce que la plupart des personnes pleurent en silence. Et c'est plus dangereux. Parce que ça consolide les frustrations de manière intrinsèque et ça augmente la pathologie. C'est pour ça que je demandais qu'on applaudisse pour vos pleurs. Ça veut dire que vous avez commencé votre thérapie toute seule. Et la deuxième étape sera très simple à faire. Bon, je ne vais pas l'expliquer, ça va prendre trop de temps. Ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Donc, en dehors de ça, est-ce que vous allez faire quelque chose d'autre? Vous alimentez comment? Normalement. Combien d'heures par jour? Ou combien de fois? Plus de fois. Combien de fois? D'accord. Quelle tranche horaire? En Au moyenne? matin, surtout parce que j'avais Ok. généralement soir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une troisième personne. Oui, vous avec le cœur. Le cœur sur le t-shirt. Qu'est-ce que signifie le cœur? Quand on met le cœur dans un qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs significations. Non, non, c'est le sexe incarné. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, le cœur, c'est... Le cœur, c'est l'amour. Mais qui avait commencé avec ce truc-là? Qui a commencé avec ça? Vous avez le plan, non? C'est dans le sexe incarné. Tu as dit ça quand ce que je veux dire, c'est quoi? Vous allez comprendre pourquoi c'est important de comprendre l'histoire. En fait, d'où vient le fait qu'on utilise ce symbole pour matérialiser l'amour? C'est important de comprendre cette histoire. C'est parce que sur le plan scientifique, à cette époque, on se disait que les émotions se trouvent dans le cœur. Parce que la science ne permettait pas à ce moment d'analyser le cerveau. Donc on se disait que comme le cœur pompe le sang, dans le cœur, il y a des vaisseaux qui sont reliés au cœur directement ou indirectement par les artères et par les veines. C'est certainement l'organe le plus important. Ça veut dire que tout ce qui est émotion, tout ce qui est perception vient du cœur. C'est pour ça qu'on a donc matérialisé le cœur comme étant le symbole des émotions, le symbole de l'amour. Sauf que lorsqu'il y a eu des évolutions technologiques, la découverte de nouveaux matériaux ou alors de nouvelles machines qui permettent d'analyser le cerveau, comme par exemple l'IRM qui est l'imagerie par résonance magnétique, on s'est rendu compte qu'en réalité tout se passe dans le cerveau et que le cœur ne pompe que le sang. Mais c'est pas bon. Mais sauf que changer tout devait bouleverser les mentalités. On ne pouvait pas tout changer. Donc on a décidé de laisser cette bêtise scientifique pour que ça continue. Parce que changer devait remettre tout en question. Et du moins, ça devait. Il y a certaines personnes qui ont déjà imprimé cela dans leur cerveau. Ça devait être difficile de faire autrement. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, bonjour à tous.
passe à. Quand tu dis 90 minutes, c'est toute la semaine. Oui, c'est toute la semaine. Tu travailles où? Je travaille à Bonamoussa. En fait, je suis pas loin du travail, je prends environ 10 minutes. Ok. Voilà. D'accord. Le temps que j'ai passé à visionner, je me dis à m'éduquer avec vos vidéos, chercher sur Internet, environ 24 heures. Si je n'ai pas de télévision. Je savais que j'ai dormi 32 heures. Le temps que je passe à me laver, il avait 60 minutes. Et aussi la petite lessive, 6 heures de temps. Et la petite cuisine. D'accord. Donc, alors, on va prendre une troisième personne. Lui, la dame, vous avez fait l'exercice? Vous venez d'arriver. Mais venez me présenter ce que vous avez fait. Levez la voix s'il vous plaît, madame. Oui, parlez à haute voix pour que les autres qui sont derrière puissent vous écouter. Donc, vous vous présentez et puis vous donnez le récap. Bonjour, je m'appelle Lily Laetitia. Bon, j'ai fait le travail que je fais venir. Bon, je me rends compte que je n'ai pas bien compris. À haute voix. Lorsque les 2 autres sont passés, je me suis rendu compte qu'il était un peu un sujet. Parce que moi, j'ai listé exactement toutes les activités que je faisais en fonction des autres. Mais lorsque j'essaye de récapituler mes activités principales, bon, le matin, je prends environ. Oui, en principe, vous devez faire un récapitulatif. Par semaine, je prends environ 130 minutes pour brosser les dents. Lavage de la vaisselle, environ 3 heures de temps. Mon bain, 3 heures. Mon petit déjeuner, 15 minutes par jour, disons, peut-être 1 heure par semaine. Ma sieste, ma position, mon divertissement, c'est 4 heures. Mon repas, c'est 12 heures de temps. Mon déjeuner, bon, parfois je ne déjeune pas, mais disons. Sinon, 10 heures de temps, bon, mon travail personnel, parce que je fais dans la customisation de couverture, je prends principalement, disons, 4 heures de temps par jour. Ça fait 28 heures. Voilà, j'aide également ma mère à mettre des marchandises dehors dedans. Juste à pu prendre peut-être 2 heures de temps. Bon, je grignote également ma tradition. Est-ce qu'on va applaudir pour elle? Alors, pourquoi est-ce que je demande qu'on fasse cet exercice? C'est pour qu'on se rende compte dans un premier temps d'une lacune que nous avons pratiquement tous. C'est une lacune qui consiste au fait qu'on ne note pas les activités qu'on mène au quotidien en général. Très peu de personnes le font. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire exactement ce que j'ai fait lundi, mardi, mercredi avec les détails. Très peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui notent? Vous voyez qu'il y a très peu de personnes. Pardon? Il y a très peu de personnes qui notent. Vous notez sur quoi? Vous, par exemple? Sur un calepin. Oui, sur quoi? Téléphone. Vous? La veille. Ok. Alors, dans les remarques que les personnes viennent de donner, il y a certaines qui notent a posteriori, c'est-à-dire après. Il y a des personnes qui notent avant. Qu'est-ce qui est plus fiable? Après, non. Bon. Comme on a des réponses ambivalentes, chacun va se défendre. Toi, tu dis avant ou après? Qu'est-ce qui est plus pertinent? Pourquoi? Parce que la journée, quand on doit en fait, traverser la maison,
On doit le préparer à la veille avant de se coucher. Et qui dit après? Moi? Parce que ce qu'on a préparé n'est pas toujours ce qui est. Naturellement. Je dis oui. Oui. C'est avant et après. D'accord. Avant, c'est pour pouvoir organiser sur les activités qui sont très importantes. Et après, c'est pour une auto-évaluation. Mais la question que je veux poser, c'est les activités que vous avez réellement réalisées, qu'est-ce qui est le plus pertinent? C'est ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après? C'est après, parce que c'est bien passé de toutes les manières. Puisque si vous avez retenu ce que j'ai dit antérieurement dans l'introduction, je disais que le 17 octobre 2021 à 10h ne va plus jamais exister. C'est-à-dire que ce que vous avez réalisé comme tâche ce jour à cette heure reste gravé dans l'histoire de l'humanité. Donc ça ne peut plus être modifié. Ça veut dire que c'est plus pertinent que ce soit noté à posteriori. Parce qu'au moins là, on a la liste exacte des activités que vous avez menées, le temps que vous avez eu à faire pour ces activités chacune là. Et surtout, ça permet de pouvoir évaluer. Effectivement, là, je te rejoins. Mais le travail que je viens de faire, c'est un travail a posteriori. Donc, c'est-à-dire c'est un travail qu'on effectue après avoir réalisé ces activités. Parce que les activités, là, en fait, ne vont que revenir, du moins menées dans cette période de temps. Et je le disais, donc très peu de personnes font ça. Il y a très peu de personnes qui au quotidien disent, ok, ce matin j'ai fait ça, j'ai pris la moto, et j'ai duré tel nombre de temps sur la moto. J'étais au travail, je suis arrivé à telle heure, j'ai travaillé pendant tel nombre de temps. Encore que c'est même compliqué à faire. Parce que quand tu arrives au travail, il y a les heures de divertissement pendant le travail. Parce que moi je voyais les personnes dire j'ai travaillé 4 heures. Mais si tu travailles 4 heures et tu scrolles sur Facebook pendant 30 minutes, ou tu regardes les filles qui tournent les fesses sur TikTok pendant 15 minutes, il faut compter ça comme des heures de divertissement qui ne sont pas dans le travail. Parce que lorsqu'on fait le critère multiplicatif sur une semaine, un mois, ça devient beaucoup, hein, parce que 15 minutes de vidéos que tu regardes chaque jour, pendant un mois, pendant une semaine, pendant un an, ça devient beaucoup. Mais sauf que tu vas te dire, non, quand j'arrive au travail à 8 heures, j'ai travaillé jusqu'à 15 heures, ça veut dire que non. Donc la première remarque, c'est que très peu de personnes font cet exercice au quotidien. Ça, c'est la première remarque. Donc, je peux le dire sans risque de me tromper, que tous les résultats sont faux. Il n'est même pas besoin que d'autres continuent. Oui, qui dit qu'il a fait au mois de mai. Au mois de mai cette année. Les résultats m'ont tellement fait peur. Ça, c'est honnête. Et en réalité, c'est ça qui va se produire lorsque vous allez commencer à le faire. Ça va vous faire peur le temps que vous mettez à faire certaines activités. Sur vos téléphones, il y a des applications qui permettent de mesurer le temps que vous mettez par application. Certains téléphones viennent avec ces applications déjà introduites, comme sur certains iPhones ou sur certains Android aussi. Ou alors vous pouvez télécharger ces applications. Ça mesure le temps d'écran. Ça veut dire que quand vous ouvrez une application, l'application mesure le temps d'écran que vous mettez sur cette application. Et ça vous fait un récapitulatif hebdomadaire. Vous pouvez aussi consulter de manière quotidienne. Si vous installez cette application dans votre téléphone, vous allez être surpris de vous rendre compte que il y a 4 applications sur lesquelles vous mettez 80% du temps. 4 applications. En fait, voici la deuxième leçon à retenir. Parce que la première leçon que j'ai donnée avant l'introduction, ou du moins à la fin de l'introduction, c'était le fait que le temps ne dépend pas de vous. Le temps, il est illimité. C'est vous qui avez un temps limité par rapport à votre durée de vie. Et vous ne devez pas vous intéresser à la manière dont les autres interagissent avec leur temps, mais plutôt à la manière dont vous utilisez votre temps. Parce que s'intéresser à la manière dont les autres utilisent leur temps, c'est une perte de temps. Et la deuxième leçon à retenir ici, c'est le fait que chaque fois que vous mesurez le temps que vous mettez à pratiquer une activité, ça vous permet de pouvoir améliorer votre manière de la pratiquer. Parce que ça va imprimer un indicateur dans votre cerveau qui va conditionner désormais votre manière de faire, même inconsciemment. Parce que quand vous allez faire cet exercice, et vous allez vous rendre compte par exemple que vous mettez 20 heures de temps dans les transports par semaine, ça va impacter votre manière de vous comporter désormais, même inconsciemment.
Donc chaque fois que vous allez mesurer le temps que vous mettez à pratiquer une activité, ça va indirectement et de manière inconsciente vous pousser à améliorer votre manière de le faire. Même si vous n'avez pas les astuces pour le faire, mais chaque fois que vous allez le faire, vous allez être inquiet. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? C'est un peu comme lorsqu'on vous dit qu'un aliment est dangereux pour la santé. Qu'est-ce qui se passe quand vous devez le manger? Même inconsciemment, vous vous dites, est-ce que l'aliment, je dois même continuer à manger? Comme on a pris l'exemple avec le précédemment tout à l'heure. Désormais, quand vous allez avoir mal à la tête, on va vous dire, tu ne prends le para, non? Vous allez dire, attention. Tu prends le para. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que boire de l'eau ne va pas suffire? Est-ce que me reposer ne sera pas suffisant? Donc vous voyez que ça vous a poussé à vous comporter différemment vis-à-vis de cette activité, vis-à-vis de cette tâche que vous êtes en train de réaliser. Parce qu'en réalité, tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Si vous voulez améliorer la gestion de votre temps, la première chose à faire, c'est d'analyser les activités que vous menez et le temps que vous menez à pratiquer ces activités. Exercice 1, c'est ça qu'on a fait à la pause. C'est pour ça que c'est le premier exercice. Parce qu'on ne peut pas améliorer la gestion de son temps si on ne sait même pas ce qu'on passe du temps à faire. Et même de manière inconsciente. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière inconsciente et qui prennent énormément de temps. Mais comme c'est devenu un mécanisme automatique, on ne s'en rend plus compte du fait qu'en fait ça prend trop de temps. Donc pendant cette deuxième partie de la messe entrepreneuriale, je vais vous donner des astuces afin d'optimiser la manière de gérer votre temps à travers les activités que vous menez au quotidien. Donc, l'exercice que je vous ai demandé de faire, même si vous n'avez pas pu le faire maintenant, vous pouvez le faire à la maison. Ou alors vous pouvez le faire cette semaine. Nous sommes dimanche, donc vous pouvez commencer demain. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites une activité, vous notez. Vous essayez de mesurer le temps que ça prend, si c'est possible. Mais même si vous ne mesurez pas le temps, il faut d'abord noter au moins les activités que vous faites. Ça veut dire lundi, je me suis déplacé en moto pour aller à tel endroit. J'ai dormi entre telle heure et telle heure. Je suis allé au travail. Je suis allé rencontrer des amis. J'étais à une conférence. Mardi, j'ai fait ceci. Mercredi, j'ai fait ceci. Quand vous allez le faire pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des activités qui reviennent tout le temps. Il y a des activités que vous faites chaque semaine. Il y a des activités que vous faites chaque jour. Vous allez donc classer par ordre décroissant les activités que vous faites le plus. Déjà, en termes de fréquence, c'est-à-dire sur une semaine, s'il y a une activité que vous faites chaque jour, ça veut dire que dans ce classement par ordre décroissant, cette activité va venir en top list. S'il y a une activité que vous faites 5 fois par semaine, ça vient. S'il y a une activité que vous ne faites qu'une seule fois, ou alors que sur un mois, vous n'avez fait que 2 ou 3 fois, ce sera au bas de la liste. Parce qu'il faut d'abord, identifier les activités que vous pratiquez le plus. Parce que vous ne pouvez pas faire l'exercice de la mesure du temps pour toutes les activités. Ce sera un perd-temps aussi. Parce qu'il y a des activités qui peuvent venir 1 fois par mois, même 1 fois par trimestre. Ce ne sera pas pertinent de dire que vous voulez aussi mesurer le temps que vous mettez à le faire. Ce qu'il faut optimiser, c'est ce qui prend le plus de temps. Là maintenant, on parle en termes de statistiques. Donc, si votre temps représente 100%, et vous vous rendez compte qu'il y a 3 activités qui prennent 80% de votre temps, ce sont ces 3 activités qu'il faut optimiser, ce ne sont pas toutes les activités. Ou du moins, ce sont ces 3 par lesquelles il faut commencer. Donc, il s'agit d'abord de répertorier quelles sont les principales activités qui prennent le plus votre temps. Et pour le faire, il faut d'abord voir les activités que vous faites régulièrement, qui viennent chaque jour, chaque semaine, et vous répertoriez à la fin d'un mois ce que ça représente. Et maintenant, vous mesurez le temps. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire en même temps. Ça veut dire, vous pouvez même aussi vous asseoir et essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je fais chaque jour? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Cite une seule chose que tu fais chaque jour. D'accord. Chaque jour. Chaque jour. Elle se lave chaque jour. Se brosse les dents. Chaque jour. Tu fais une créature graphiste. D'accord. Chaque jour. Tu dors. Chaque jour. Tu manges. Chaque jour. Cite quelque chose qu'on n'a pas à citer. Chaque jour. Pardon? Tu conduis. Chaque jour.
WhatsApp, oui, naturellement. Chaque jour. Chaque jour. Il faut une créa. Donc, ce qui peut faciliter l'exercice, c'est de réfléchir avant sur les activités que vous réalisez chaque jour et de maintenant passer à la deuxième étape, c'est-à-dire mesurer le temps que vous mettez à pratiquer ces activités que vous faites chaque jour. Ce n'est pas les activités que vous faites chaque jour qu'il faut commencer. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a 5 activités que de manière inconditionnelle, vous allez les réaliser chaque jour, deuxième étape, il faut mesurer le temps de chacune des activités. On va commencer par une activité qui est commune à pratiquement tout le monde parce qu'elle découle de la physiologie humaine. Bon, quand vous avez demandé de faire ce travail, je me suis rendu compte des choses. Que tous les matins, j'ai des médicaments propres à moi. Le soir, j'ai aussi fait d'autres trucs. Bon, des dépenses, des activités financières, des dépenses. Bon, sauf que ça prend tout petit temps. Bon, ça maxi, c'est 5 minutes. Maintenant, moi, je compte en fait. Réaliser des grandes choses comme ça. Et point de vue, moi, j'ai 2 livres en tête. Moi, dès que c'est la motivation et comment aussi en tant qu'idiot. Moi, j'ai trop bien en tête. Bon, je voulais savoir si quand je vais décider, par exemple, d'écrire pendant une heure du temps, parce que plus que les activités que je fais naturellement mettent très peu de temps, est-ce que ça aura un impact? Bon, le fait que je me dis, ok, comme je fais telle activité, trois activités tous les jours, pendant 6 minutes, est-ce que quand je vais dire que je vais écrire pendant une heure, je vais pouvoir le faire facilement? Alors, ce que tu viens de faire, si on était dans un pays dictatorial, comme je le disais à l'introduction, on vous aurait éliminé même les économies. Parce qu'on venait de perdre du temps à plus de 5 minutes pour expliquer quelque chose qu'on peut expliquer en 5 secondes. Il vient de nous perdre du temps cette fois à nous tous. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas pour te choquer. En fait, c'est pour te faire comprendre que si tu mènes une activité qui te fait perdre ton temps, ça va, ça te concerne seul. Fais ce que tu veux de ta vie. Par contre, si l'activité que tu mènes fait perdre du temps à plusieurs autres personnes, là, c'est un fait. Et la dangerosité provient de toi qui donne le danger et qui doit être extirpé. Parce qu'en fait, ce qu'il a posé comme question. Pardon? Non, je le dis parce que c'est pédagogique aussi pour nous tous. Parce que je veux éviter qu'on revienne sur les mêmes choses tout le temps. Quand quelqu'un pose une question, j'essaye de répondre de manière pédagogique pour tout le monde. Pour dire qu'il faut savoir apprendre à aller à l'essentiel. Ça permet de gagner du temps pour tout le monde. Parce que tu as une question à poser, quand il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter pour t'écouter, ça veut dire que ces personnes décident d'arrêter ce qu'elles sont en train de faire pour se concentrer sur ce que tu es en train de dire. Il faut que ce soit pertinent. Je l'ai dit antérieurement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas payé pour être là que vous n'avez rien payé. Vous avez payé plus que de l'argent. Parce que je ne peux pas m'asseoir quelque part pendant 4 heures de temps si on raconte des bêtises. Parce que 4 heures de temps, votre temps, ça ne revient plus. On a parlé de l'espérance de vie dans l'introduction. Je vous ai montré que le temps, c'est comme une bouteille d'eau dans laquelle il y a des gouttes qui correspondent à votre durée de vie. Et dès que vous laissez, la bouteille s'ouvre et une goutte coule infiniment jusqu'à ce que la bouteille se vide. Donc s'il y a quelqu'un qui vous fait perdre 4 gouttes, qui vient de prendre une partie de votre vie avec sa bêtise, et il faut éviter ça. Il faut éviter. Le temps, lui, il est limité. Le temps ne concerne pas votre vie. Je vous ai parlé de Toumaï. 7 millions d'années. Ça veut dire que le temps ne s'arrête pas. Par contre, vous pouvez vous arrêter. Tu auras la réponse à ta question à la fin de cette deuxième phase. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça que je vais expliquer. Donc, je te recommande d'être très attentif par rapport à ce qu'on va voir tout de suite. Ça marche?
Première chose que tout le monde fait chaque jour, de manière physiologique. Parce que les premières choses que vous devez prendre en considération sont les choses dont votre corps a besoin. C'est-à-dire des choses qui ne dépendent pas de votre travail, qui ne dépendent pas de votre métier, mais que vous devez faire pour continuer de rester en vie. Il y a certains qui ont parlé de l'alimentation, d'autres ont parlé du sommeil, etc. Donc on va d'abord commencer par ces activités indispensables. Commençons par celle qui prend le plus de temps. C'est laquelle? Sommeil. Est-ce qu'il y a des personnes qui dorment 8 heures par nuit? 9 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne 9 heures? 10 heures. 11 heures. Non, dites si quelqu'un donne 11 heures de temps, il me dit. 11 heures de temps. Oui, vous 11 heures. 12 heures. 13 heures. Parfois, dis parfois. 13 heures, ça Bon, je vais expliquer. Quand on dit 13 heures de temps, ça veut dire que quand vous vous couchez à 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Vous êtes toujours en train de C'est ça. On écoute, s'il vous plaît. Quand je résume à 12 heures, ça veut dire je peux dormir pendant 7 heures de temps pendant la nuit et en journée aussi. Oui, c'est ça que je dis, non? C'est-à-dire un sommeil qui est cumulé. Moi, j'ai pris juste de manière consécutive. Mais ça peut être que tu dors 2 heures en journée, tu dors 2 heures dans l'après-midi, tu dors 7 heures la nuit, etc. Et puis de manière cumulée, ça fait 13 heures. Donc 13 heures, ça arrive. 14 heures. Non, laissons les soucis. On peut d'abord avoir le nombre de temps. 15 heures. Ok. 13 heures. On va noter 13 heures. 13 heures pour le sommeil. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui dorment 4 heures? 3 heures? 2 heures? Quand je dis 3 heures, ça veut dire que sur 24 heures, le temps que vous consacrez à dormir, sur au moins un mois, en moyenne, se retrouve à 3 heures par jour. 3 heures. 2 heures. Ça veut dire qu'on retient 3 heures. D'accord, 3 heures. 3 heures. Alors, ce que je viens de faire, je viens de définir pour cette population cible l'intervalle entre le minimum et le maximum de temps que nous mettons à dormir pour cet échantillon, je précise bien. C'est pour ça que j'essayais d'aller toujours à l'extrême ou alors au minimum. Ça veut dire que tout le monde dans cette salle est compris dans cet échantillon. C'est-à-dire entre 3 heures et 13 heures. Il y a certains qui dorment 5 heures, d'autres 10 heures, d'autres 11 heures, d'autres 4 heures, d'autres 6 heures, etc. Mais de toutes les manières, vous êtes dans cet échantillon. Ou soit c'est 3 heures minimum, ou c'est 13 heures maximum. Jusque-là, on est ensemble. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un calcul. On va prendre le temps de toute une journée, 24 heures, et on va faire moins le maximum. Ça donne combien? 11 heures. 11 heures sera considéré pour cet échantillon que nous représentons dans cette salle comme l'étalon de temps que nous mettons en étant éveillé. C'est-à-dire que chacun de nous ici passe au moins 11 heures d'éveil par jour. Au moins. Parce qu'on a calculé avec le maximum de sommeil. Donc il y a certaines personnes qui, en fonction de leur nombre d'heures de sommeil, vont faire plutôt 14 heures, 15 heures,
18 heures si le sommeil est plus court. Et pour le maximum, elle qui dort le plus, on aura 11 heures de temps d'éveil. Et c'est 11 heures de temps où vous n'êtes pas endormi. Vous avez les yeux ouverts, vous êtes en train de fonctionner de manière normale, naturelle. Jusque-là, on est ensemble. Alors, tout à l'heure, il y a des personnes qui émettaient des jugements sur le nombre d'heures de sommeil. C'est une très mauvaise attitude à avoir. Très mauvaise. Là, je vais porter la casquette de médecin. Tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. Tout le monde n'en a pas. Ce n'est pas parce que vous dormez peu que vous êtes plus intelligent ou que vous travaillez plus ou que vous êtes plus performant que ceux qui dorment plus. Il y a des personnes qui dorment plus pour des raisons médicales. Il y a des personnes qui dorment plus par rapport à leurs antécédents, par rapport à leur patrimoine génétique, par rapport à l'environnement dans lequel elles ont grandi, par rapport à leurs connaissances, par rapport à leur poids ou leur masse plus spécifiquement, par rapport à leurs antécédents même sur le plan de la santé. Donc il ne faut jamais juger le nombre d'heures de sommeil de quelqu'un, ou même de manière globale juger. Donc si quelqu'un vous dit je dors 10 heures de temps, ne dites pas que non, comment tu peux dormir 10 heures de temps? Moi je dors 2 heures. Tu es un paresseux. Ce n'est pas le nombre d'heures de sommeil qui est important. Et on va voir ça tout à l'heure. Le sommeil est réparateur. Le sommeil, c'est un élément fondamental pour le bon fonctionnement de l'organisme. Il y a des personnes donc qui ont un organisme qui fonctionne différemment et qui ont donc besoin de dormir plus pour que le côté réparateur soit plus performant pendant les heures d'éveil. C'est extrêmement important. Tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. C'est ce qu'il faut retenir ici. Pour cette tâche, vous devez retenir que tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. Si vous dormez 8 heures de temps par nuit, ne vous en voulez pas parce que vous dormez 8 heures, non. Ne vous en voulez pas parce que vous dormez 10 heures, parce que vous dormez 15 heures, non. Essayez juste de comprendre pourquoi. S'il y a des causes médicales, ce qu'il faut faire, c'est d'attaquer ces causes médicales. Ce n'est pas de venir brusquement réduire votre temps de sommeil parce que quelqu'un a dit qu'il dort 4 heures. C'est pour ça que moi je recommande toujours de ne pas écouter les histoires des gens. Comme on a pris l'exemple avec Dangote tout à l'heure. Je ne sais pas, bon, c'est vrai qu'il y a de vous c'était beaucoup. Ça ne sert à rien d'écouter les histoires des gens. Vous pouvez vous intéresser au secteur d'activité. Là, nous sommes dans le jargon entrepreneurial, bien évidemment. Si quelqu'un est dans un secteur d'activité, oui, vous pouvez vous intéresser à ça. Mais si quelqu'un vient à la télé et dit, moi, je dors 2 heures par nuit, moi, je mange juste les légumes, machin, ça, c'est pour son bien-être personnel. Parce que vous n'avez ni les mêmes réalités, ni les mêmes moyens, ni les mêmes antécédents, ni le même patrimoine, ni la même capacité à pouvoir supporter un certain nombre de choses. Donc, ne considérez pas ça comme un étalon pour vous. Votre étalon, c'est ça qu'on est en train de construire au tableau. C'est un étalon individuel. C'est-à-dire l'exercice que je suis en train de faire, vous devez faire aussi cela à la maison. C'est-à-dire, je dors combien d'heures par jour? C'est votre étalon. Si vous dormez ce nombre de temps par jour, ce n'est pas pour rien. C'est parce que votre organisme en a besoin pour fonctionner de manière optimale. Parce que si vous suivez quelqu'un vous dit qu'il dort 4 heures, vous dormez 8 heures, et vous commencez à vous battre, vous dormez aussi 4 heures, vous allez tomber malade, vous allez devenir fou. Parce que votre organisme n'aura pas eu le temps d'adaptation nécessaire pour fonctionner avec une durée de temps de sommeil plus faible. Et c'est la même chose pour tout. Toute modification, toute transformation doit être progressive. Progressive. C'est valable pour vous et pour les autres. Si vous voulez que quelqu'un change, vous devez comprendre que c'est un processus qui prend un certain nombre de temps en fonction de son niveau, en fonction de ses connaissances, en fonction de ses antécédents, de son patrimoine génétique, de l'environnement dans lequel il grandit, ou alors plus globalement de sa spécificité.
Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose que vous devez imposer aux autres de faire comme vous. Les autres n'ont pas votre même réalité. Je vais même aller plus loin. Dans cette salle, vous n'êtes pas en train de voir la même chose. Vous savez pourquoi? Il y a certains qui ont des lunettes, d'autres qui n'en ont pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui ont des lunettes ne sont pas en train de voir la même chose que vous qui n'en avez pas. Je vais même aller plus loin. Il y a certains ici qui devraient avoir des lunettes. Et qui ne sont pas en train de voir la même réalité que nous. Il y a certains ici qui ne sont pas en train de voir les mêmes couleurs que nous. C'est-à-dire que moi, la couleur que je vois, il n'est pas en train de voir la même couleur. Parce qu'il y a des anomalies sur le plan des yeux qui modifient la couleur. Et que moi, je vois le rouge, lui, il voit le vert. Moi, je vois le blanc, lui, il voit le gris. Ça veut dire que nous sommes dans la même salle, mais nous ne sommes pas en train de voir la même chose. Et vous ne devez pas le blâmer parce que vous voyez blanc, lui, il dit que c'est gris. Non. Son gris peut découler d'une anomalie, ou peut découler de ses antécédents, ou peut découler de son patrimoine génétique ou de l'environnement dans lequel il a grandi. Et vous ne devez jamais imposer ça. Jamais. Et si vous voulez pousser la personne à voir le blanc, ça doit être un processus progressif, où vous devez d'abord identifier pourquoi c'est le gris qu'il voit. Est-ce que ce n'est pas une anomalie? Et maintenant, trouver un processus qui va permettre de résoudre ça. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pédagogique aussi. Que ce soit pour ceux qui transmettent des connaissances, que ce soit pour ceux qui gèrent des équipes, que ce soit pour vous qui êtes un parent et vous voulez que votre enfant puisse progresser à un certain niveau ou alors apprendre de nouvelles choses. Vous devez comprendre qu'il n'a pas la même réalité que vous. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez devenir un tyran. C'est-à-dire que vous seriez dangereux d'abord pour vous-même. Parce que tout ce que vous faites est ambivalent. C'est-à-dire vous d'abord, ensuite les autres. Ça, c'est la première leçon à retenir ici. N'imposez pas. Si vous voyez quelqu'un fumer par exemple 5 paquets de cigarettes par jour, ne lui dites pas qu'il doit arrêter brusquement. S'il le fait, il va mourir directement les mois qui suivent. Parce que son organisme ne se sera pas habitué à avoir moins de nicotine. C'est pour ça que même lorsqu'on veut faire des cures de désintoxication, ça prend du temps. Ça peut prendre même des années. C'est pour ça qu'il y a des médicaments, lorsque vous les consommez de manière chronique, si vous les stoppez brusquement, vous mourrez directement. Parce qu'il y a certains médicaments qui entraînent la suppression de la production de certaines hormones, par exemple, dans l'organisme. Je prends un exemple. Si vous buvez des corticoïdes, qu'on appelle des anti-inflammatoires stéroïdiens, qui peut me donner un exemple de corticoïdes des femmes? Les femmes, vous devez connaître, surtout celles qui sont claires de peau. Oui? Vous avez dit quoi? Oui, un corticoïde, la prednisone, que les femmes utilisent pour se blanchir la bouche. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, on appelle ça un anti-inflammatoire stéroïdien. Et quand vous consommez ces médicaments, ça diminue la production de ces hormones dans l'organisme qui sont produites au niveau des glandes surrénales. Puisque l'organisme se rend compte que tu consommes ça chaque jour, dans un médicament ou dans une injection. L'organisme s'auto-régule en fonction de cette injection et comprend qu'on n'a plus besoin de produire plus. Puisque lui s'injecte déjà ça chaque jour, telle dose. Donc l'organisme réduit les doses. Parfois, arrête même de produire. Et si toi tu stoppes brusquement, l'organisme ne s'est pas habitué à commencer à fonctionner sans ça. Et directement, ça entraîne des maladies qui sont extrêmement graves et fatales la plupart des cas. Tout processus qui vise au changement doit être progressif. Si vous rencontrez quelqu'un à qui vous dites brutalement quelque chose par rapport à son changement et il change brusquement, ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce qu'il avait déjà des prédispositions pour changer. Il avait juste besoin de plus d'arguments. Parce que le changement fait peur. Le changement vous met dans une zone d'insécurité. Et dans cette insécurité, vous avez besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous encadrer dans cette insécurité, que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que quand des gens sont malades, parfois, l'une des stratégies, c'est de les mettre avec d'autres malades. C'est de créer des associations de malades. Pour que entre vous, vous vous rendiez compte qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres gens qui sont malades comme vous, même pire.
et qui vivent bien avec ça. Par exemple, vous dites que j'ai fait une crise ce soir, tout le monde. Tu as fait une crise. Moi, je suis à ma 16e crise. Et il dit ça en souriant. Imaginez-vous, vous êtes un entrepreneur. Vous êtes entrepreneur. Criblé de dettes. Criblé de partout. Vous pratiquez l'acupuncture parce que chaque côté du dos, ce sont les dettes. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? À un moment donné, vous avez dit que mais je vais même vivre. Chaque jour que le téléphone sonne, le cœur bat. Et ils vont encore m'appeler pour m'appeler. Ils veulent m'enfermer déjà. Et un jour, vous rencontrez un groupe de personnes. Vous arrivez à une messe entrepreneuriale à la Startup Academy. À la pause, vous rencontrez une personne, vous dites que gars, c'est grave. C'est trop de problèmes. Vous dites que qu'est-ce qu'il y a là? Car je suis criblé de dettes. Wow, tu es criblé de dettes, gars. Comment dis-moi, explique-moi. On ne sait jamais, gars. Je ne sais même pas s'il peut en parler. Peut-être un de mes créanciers dans la salle. Allons dire. Il te prend que gars, alors, gars, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, gars? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que gars, c'est grave. J'ai des dettes de 2 millions, gars. Il court. Il vient ici, appelle 5 autres membres de Startup Academy. On a un spécimen là. Tu n'as pas le problème. Viens, on va te dire comment résoudre ça. Deviens membre de Startup Academy. Pendant les brainstorms, on va travailler dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas rencontrer d'autres personnes qui te font comprendre que tu n'as rien. Il te dit que moi, je suis à 2 milliards. Je ne sais même pas comment il va rembourser, mais je suis fier. C'est parce que j'ai payé 2 milliards, ça fait quoi? Non? Je crois que le Cameroun a une dette de combien? Les États-Unis, la dette des États-Unis, c'est 103% du PIB, la dette publique. Ça veut dire que même si on vend tout le pays, il va rester 3%. Ce n'est que la dette publique. L'Italie, c'est 131% du PIB. La dette publique seulement. Je ne parle pas de la dette des ménages, la dette des entreprises. La Grèce a fait l'impensable. Donc la Grèce a fait ce qu'aucun État a réussi à faire. Ça veut dire un pays tombe en faillite. Jusqu'à la Chine voulait racheter la Grèce. C'est l'Union européenne qui a refusé que la Chine achète la Grèce. La Chine voulait acheter la Grèce pour que la Grèce devienne un pays chinois. Parce que la Grèce était en faillite. Là, tu dis que tu as 2 millions de dettes. Les pays sont endettés. Les entreprises sont endettées. Si nous on est endettés, nous sommes qui? Gérons, c'est bon. En fait, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer après? Je te sens mieux. Attends, ça veut dire que mon problème n'est pas si grave que ça. Non, ça va, on va gérer en fait. On va gérer. Alors, on va gérer. Depuis là, il fait le jeûne même depuis. Après, à un moment donné, tu seras choqué, mais comment mon problème ne les impressionne pas? Tu vas vouloir pousser un peu plus loin. Mais ici, il me porte plainte. Il te dit que il te porte plainte. Attends. Je vais te donner un formulaire. Il est déjà rempli. Je sous-signé